non. Ah non, 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 non. Ah non, 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 moi je... Non, 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 moi vivante? Non. Je reste pas là. Je ne reste pas là. 24 sur 2, troisième. Indiana Jones, c'est l'aventurier par excellence, celui qui n'a peur de rien, ou en tout cas, qui ne le montre pas. Un aventurier dont les traits auraient dû ressembler à une autre icône du cinéma, très peu impressionnable également. Mais au risque de lui faire prendre une direction qui ne lui ressemble pas, ses créateurs ont choisi une toute autre voie. Alors, qui est Indiana Jones? Et d'où vient-il? Regardons cette vidéo pour le découvrir. Le premier pionnier de la création d'Indiana Jones n'est pas, comme on pourrait le croire, son réalisateur Steven Spielberg, mais bien son compère et ami de longue date, Mr. George Lucas. Nous sommes en 1973. Lucas venait tout juste de terminer American Graffiti, et bien qu'il avait une nouvelle histoire en tête qu'il souhaitait écrire, sa concentration est déjà axée sur un autre projet qui lui tenait tout autant à cœur. Bref, vous avez compris. Cette nouvelle histoire qu'il gardait dans le coin de sa tête était inspirée des séries d'époque qui passaient à la télé. Les séries de la RKO. Ces séries dont on se souvient de par leurs personnages qui se démarquent. Lucas voulait lui aussi son propre personnage. Pris par son autre projet de la guerre des étoiles, il propose alors à un ami cinéaste de l'aider à l'écriture du scénario, Philip Kaufman. Malheureusement, celui-ci est déjà occupé à écrire Just the Walls hors la loi, l'histoire d'un fermier qui voit son fils et sa femme tués par un soldat et qui décide alors de se venger. Un film qui sera réalisé par Clint Eastwood. Mais même si Philip Kaufman ne peut pas écrire ce film, il sera tout de même initiateur du pitch du film et de l'idée de l'Arche de l'Alliance. C'est la raison pour laquelle, entre autres, apparaît son nom en tant que scénariste dans le générique du film. Mais si vous êtes attentif, vous remarquerez également qu'un autre nom de scénariste apparaît, celui de Lawrence Kasdan, car c'est lui qui finira par aider Lucas. Un jour, alors que son film de Star Wars vient de sortir et que Lucas se cache de la folie qu'est la promo de son film, il décide de prendre la poudre d'escampette et de partir en vacances. Il est alors rejoint par Steven Spielberg qui vient passer un peu de temps avec son ami. Tandis que Lucas et Spielberg sont en train de faire un château de sable, comme le raconte la légende, le sujet du nouveau scénario de Lucas arrive sur le tapis, Indiana Smith. Car oui, au départ, c'était Smith son nom. Lucas en parle à son ami de toujours qui est clairement séduit par le projet et qui lui demande pourquoi est-ce qu'il ne le réalise pas lui-même. Après tout, ça tombe sous le sens d'être le propre réalisateur d'une idée aussi bonne. Mais Lucas coupe court à la question. Il n'a plus envie de réaliser. Et par conséquent, ce n'est pas lui qui le réalisera ce film. C'est alors tout naturellement qu'il propose le job à Steven Spielberg, qui lui ne se fait clairement pas prier pour l'accepter. Enfin, qui ne se fait pas prier, non, mais qui a tout de même une petite réticence. Indiana Smith, c'est pas un peu nul comme nom? Et c'est ainsi qu'Indiana Smith deviendra Indiana Jones. That's right, baby. La recherche d'Indiana Jones ne sera pas des plus simples, car les créateurs savaient exactement ce qu'ils veulent. Et pour cause, avant même d'avoir écrit le scénario, George Lucas savait déjà à quoi il ressemblerait physiquement. Costume has to perfectly marry the character so that the audience buys the whole thing. The audience had to buy Harrison, even in this exaggerated heroic part, as an earthy, brilliant archaeologist. It had to look like a costume that he slept in and had worn every day of his life. Mais ce que les créateurs savaient aussi, c'est qu'ils ne voulaient pas de quelqu'un de connu. Le nom d'Indiana Jones ne devait pas passer à la trappe à cause d'un nom qui serait potentiellement trop connu et qui serait donc associé au personnage. Et c'est donc comme ça que les auditions débutèrent. Jusqu'au jour où Tom Selleck passe un test. Look, I did what I did. I don't expect you to be happy about it. But maybe it can do us both some good. Why start Just now? shut up! Shut up and listen to me.
Now I need that piece your father had. Acteur encore peu connu à l'époque, Tom Selleck est cependant mis en option pour le rôle principal dans une série potentiellement produite par CBS. Magnum P.I. Le hic, c'est que Tom Selleck est encore sous contrat avec la CBS et que la fin de son contrat avec eux est à cheval sur le début du tournage d'Indiana Jones. Mais étant certain d'avoir trouvé leur Indiana Jones, Lucas et Spielberg n'en démordent pas et vont supplier la société CBS de laisser partir Tom Selleck plus tôt que prévu. Après tout, il est sous option depuis un moment et la série n'a toujours pas été produite. Mais ressentant l'empressement des deux gros noms du cinéma hollywoodien pour Tom Selleck, CBS sent qu'il y a anguille sous roche et refuse de laisser partir l'acteur. Si les deux réalisateurs sont aussi intéressés par l'acteur, c'est qu'il y a certainement quelque chose à en tirer. Et il n'en faudra pas plus à la CBS pour donner le feu vert à Magnum et voir ainsi le potentiel futur Indiana Jones tirer sa révérence. Les réalisateurs ayant perdu leur rôle principal se retrouvent à la case départ. Et bien que depuis le départ ils se refusent à un nom trop célèbre pour interpréter Jones, ils finissent par se tourner vers Harrison Ford. Et pour ce choix, la raison finale a deux versions différentes. La première raconte que Spielberg aurait été séduit par l'acteur après l'avoir vu jouer dans Star Wars. Yes, indeed. If it's a fast ship. Fast ship? You've never heard of the Millennium Falcon? Should I have? Quant à la seconde version, elle nous vient tout droit du producteur Howard Cosingen, qui expliquera que les deux réalisateurs ont toujours envisagé depuis le premier jour Harrison Ford pour le rôle, mais qu'ils avaient juste trop peur que son visage connu puisse faire de l'ombre au personnage. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le réalisateur avait déjà visiblement envisagé Monsieur Ford depuis un moment déjà. Quant à Harrison Ford, fort de son succès avec Star Wars, il acceptera le rôle à une petite condition, ou deux, ou trois. Il souhaite avoir un salaire à 7 chiffres. Il souhaite également avoir 7% des recettes brutes, ainsi que la réécriture de ses dialogues. Son personnage lui semblant un poil trop ressemblant à celui de Star Wars, et l'acteur ne souhaite clairement pas être catégorisé dans un type de rôle. Spielberg proposera le rôle de Marion Ravenwood, l'acolyte d'Indiana Jones dans le film, à sa petite amie de l'époque, Amy Irving, qui est malheureusement indisponible pour le film, puis le proposera à Deborah Winger, qui n'est pas intéressée, avant de l'offrir enfin à Karen Allen. Quant à Sala, joué par John Rhys Davies, et c'est 1m85, le rôle aurait dû curieusement être joué au départ par Danny DeVito et son petit 1m47. Un rôle que l'acteur loupera malheureusement, faute d'un accord financier trouvé entre le réalisateur et son agent. Le tournage commence le 23 juin 1980, et non sans un petit coup de pression de la production. En effet, Steven Spielberg est réputé pour ses retards. What, a 60 or 70 day schedule, something like that? Maybe less than 60, maybe 55 days. I don't really remember the actual original schedule, but I know we went 157 days. The budget went from 4 to 14, I think. La rumeur se propage de plus en plus sur ce jeune réalisateur qui a doublé le budget d'un film par pur caprice. Inutile de vous dire que Spielberg était bien sous pression. Un problème avec lequel la production refuse d'être confrontée. La méthode sera simple. Les créateurs et la production négocient un salaire de 4 millions de dollars pour Lucas contre 1,4 million de dollars pour Spielberg. Tous les deux recevront une part des recettes brutes du film et la production accepte de prendre en charge les frais de distribution du film. Un deal qui semble tout à fait parfait. Mais où est la contrepartie? Eh bien, la seule et unique condition de ce deal parfait est que le budget ne dépasse pas les 20 millions de dollars. The budget went from 4 to 14, I think. S'il venait à le dépasser, Lucas et Spielberg viendraient alors à essuyer de grosses sanctions. Une menace qui fera effet immédiat sur Spielberg, qui fera avancer le tournage à une vitesse grand V, avec une moyenne de 35 prises par jour. Action! Et terminera son tournage en 73 jours, alors que celui-ci avait un planning de 85 jours initialement prévu. Une franche réussite en somme. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, mais Indiana Jones sait comment nous régaler en effets spéciaux et en tricherie. Enfin, tricherie, ça dépend pourquoi. Par exemple, dans cette scène-ci, la scène où Indiana Jones et Marion sont coincés dans le puits des âmes, eh bien, elle n'est qu'à moitié fausse. À moitié. Eh bien oui, car si certains serpents ne sont en vérité que de simples bouts de tuyaux d'arrosage, la majorité d'entre eux est bel et bien vraie. Au départ, le sol du plateau devait être recouvert de 2500 serpents.
Mais Spielberg estima que ce n'était pas assez, parce qu'on voyait toujours le sol malgré le petit nombre de serpents déjà présents. I gotta have live snakes and there's not enough. If that's too big. I couldn't get a wide shot. I couldn't go back because I would see that there were no snakes on the sides. So that's when I said to Robert Watts or to Frank Marshall, we have to get more snakes. You know what we really need? We need about 7,000 snakes in addition to the 2,000 we have here to make it work. Il décida alors de faire stopper le tournage, le temps de faire venir du Danemark 4500 serpents supplémentaires. I said, we don't have enough snakes. Can you get them? I said, absolutely, Steve. Soit des crotales et des cobras en plus. Tous très inoffensifs. Enfin, à part les cobras qui étaient quand même placés derrière des plexiglas pour éviter l'une ou l'autre mauvaise surprise. In the famous shot of me facing the cobra, you can barely see a reflection on the sheet of glass that was between myself and the cobra. Comme par exemple de se faire mordre le bras par un python qui refuse de lâcher prise. Oui, une petite mésaventure qui est tout de même arrivée à David Tamblyn, le premier assistant réalisateur. And at one point, David Tomlin got bit by a python. And David just stood there with the python not letting go, and some blood was coming down David's hand. David stared at it and said, hey, somebody grab the tail and give it a snap. It'll make the head let go. I don't know how David knew this. Somebody grabbed the tail of that python, went like this, the shock wave went up to the head, and the head let go. The snake was fine. David got some medical attention, then he was fine. Okay, watch your hand. He's about to bite you right there. Mais le tournage n'a pas pour autant pu reprendre de suite. Non pas parce qu'un autre membre de l'équipe technique s'est fait mordre également, mais à cause de l'arrivée de Vivian Kubrick sur le plateau. Initialement venue rendre visite à son papa sur le tournage de Shining, Vivian a pensé dire bonjour à Spielberg au passage. Mais lorsqu'elle vit le nombre de serpents présents sur le plateau, elle fut apeurée. Non pas effrayée par la situation, elle appela plutôt ni une ni deux à la rescousse la RSPCA, c'est-à-dire la plus grosse société de défense animale en Angleterre pour maltraitance animale. Ce qui obligea la production à mettre son tournage en attente de nouveau, le temps que la société constate qu'effectivement aucun serpent n'était maltraité. Bon, ça y est, maintenant le tournage peut reprendre. Ah non. Non, pas encore, non. Donc parce que la production vient d'apprendre que le stock d'antivenin est périmé depuis 2 ans et qu'il est donc obligatoire d'attendre les prochains stocks avant de reprendre le tournage. Et malgré tous ces événements, il a fini son tournage en avance, le Spielberg. Incroyable. Une fois toutes ces péripéties terminées, le tournage a enfin pu reprendre et Karen Allen a pu se faire une joie immense de jouer avec tous ces serpents. Frozen a second and then a shriek and back to Harrison's back. Let's see that. All right, that's just getting up. Good, that's funny. That's the idea. Enfin une joie. Spielberg a tout de même eu la gentillesse d'attendre le dernier moment sur le plateau pour lui demander d'aller se mêler au serpent. Et même si l'actrice a fait de gros efforts pour tenir son rôle jusqu'au bout, lorsque la scène devenait trop compliquée pour elle, eh bien ce n'est autre que Steve Edge, le dresseur de serpents, qui n'hésitait pas à s'épiler les jambes et à enfiler une robe pour se faire passer pour l'actrice. Alors à votre avis, ce sont les jambes de Steve ou de Marion ? Merci à vous d'avoir regardé cette première partie de vidéo des secrets de tournage d'Indiana Jones. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à partager la vidéo également parce que vos partages sont importants pour faire connaître le travail. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Soyez présents parce qu'il y aura tout autant d'anecdotes que pour cette partie-ci, voire même peut-être un peu plus. Je ne sais pas. Il faudra venir pour voir. Je vous retrouve très vite. À bientôt, portez-vous bien.